Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors moi, littéralement deux mots. Un grand merci à Björn Dahlström et Benjamin Logier d'avoir délocalisé cette conférence ici au pavillon Bozio. On est toujours super content quand on peut mutualiser nos activités. Et ça s'inscrit dans un cadre de conférence qu'on a co-organisé qui était passionnant en lien avec la programmation du musée. Et un grand merci à Laurent Lebon d'être avec nous, d'avoir fait le déplacement et de nous présenter cette conférence inédite. Merci beaucoup. C'était vraiment deux mots. Je ne vais pas enfin, si, un petit peu plus que deux mots. Bonsoir, merci Thierry de nous accueillir à l'école. Je vais introduire brièvement, même si c'est difficile, le président Lebon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Laurent Lebon est historien de l'art, il est conservateur du patrimoine, il est aujourd'hui président du Centre Pompidou et il vient nous donner cette conférence ce soir sur les musées et les jardins. Pour revenir, pardon, oui, je suis en plein dans le titre. Les jardins et les musées, tu vois, déjà, ça commence très mal. Laurent a commencé sa carrière au Centre Pompidou. Il a ensuite assuré la direction, l'ouverture du Centre Pompidou-Metz. Nous sommes un peu croisés à une époque où je ne travaillais pas trop loin, au Luxembourg. Puis a pris la présidence du musée Picasso, qu'il a également ouvert. Et puis enfin, je fais très court, hein, Laurent assure depuis 3 ans, 4 ans presque 5, pardon, mais c'est passé tellement vite, la présidence du Centre Pompidou qui a fermé récemment en grande pompe avec cette merveilleuse exposition de Wolfgang Tillmans, mais donc pour une période de 5 ans a priori. Voilà, c'est ça. Mais pendant laquelle, non seulement le musée va se réinventer, se réformer, mais va continuer d'exister, et s'agrandir, pardon, mais va également continuer d'exister à travers tout un programme de constellation de programmes, à la fois en France, mais à l'étranger. Je le rappelle, le Centre Pompidou, c'est peut-être la plus grande collection d'art moderne en Europe. Hors États-Unis, c'est ça qu'on peut dire. Et Laurent s'attache à continuer de faire exister le musée pendant cette période de fermeture. Mais Laurent, c'est aussi une grande figure des musées, très singulière, très inventive, peut-être une des plus inventives et des plus singulières du monde de l'art aujourd'hui, qui s'intéresse à plein de choses, qui est d'une curiosité insatiable. Je le sais parce qu'on a fait quelques excursions ensemble et qu'il n'est jamais assez satisfait de découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, de nouveaux créateurs. D'ailleurs, demain, une petite expédition chez nos confrères de la région. Voilà, donc chaque minute est vraiment dévolue à satisfaire sa curiosité et découvrir de nouvelles choses. Il s'intéresse en particulier... Alors, parce que je t'ai même croisé il y a quelques années autour du design, enfin toutes les disciplines en gros t'intéressent, mais c'est il y a 25 ans exactement avec cette exposition qui s'appelait 2000 nains à Bagatelle, une exposition qui a fait sensation à Paris il y a 25 ans, qu'on a pu comprendre ton intérêt pour les jardins, qui ne s'est pas démenti depuis, puisque tu as organisé des expositions, notamment au château de Versailles, et tu as investi également les jardins. Et puis en 2017, cette exposition remarquable que j'avais vue, que peut-être certains d'entre vous ont vu également, au Grand Palais, qui s'intitulait Jardin. Également avec ton complice avec lequel tu as œuvré ici au musée national de Monaco, Marc Janson, qui ne peut pas être avec nous ce soir, qui est conservateur au Muséum d'histoire naturelle, qui a vraiment un impératif suprême pour ne pas être avec nous ce soir et qui s'en excuse, mais qui a assuré avec Laurent le commissariat de cette exposition Cactus, qui a été initié d'ailleurs dans ces années 2017. Je me rappelle très bien parce qu'on avait visité l'exposition avec toi et Marc Janson au Grand Palais, alors que j'étais directeur du musée Yves Saint-Laurent à Marrakech, et que cette exposition a pris ses racines là-bas, autour de ce thème également. Elle a été présentée l'année dernière au musée Yves Saint-Laurent, et tu as eu la gentillesse, l'amitié de la réadapter, de la réinventer pour Monaco et pour la Villa Saubert, où elle est présentée depuis le mois de juillet dernier. Elle a été considérablement agrandie, augmentée, enrichie, en tenant compte du contexte de la Côte d'Azur. Côte d'Azur qui était très chère, parce que peu de gens, j'ai cité très peu de choses que tu as faites dans ta carrière, dans ta longue carrière, mais tu es aussi président du comité scientifique de l'Association pour la sauvegarde des jardins du Mentonnet. Et j'en profite pour saluer nos amis qui sont là ce soir. Il y a 2 représentants de l'association. Et donc, une fidélité que tu assures, tu viens très régulièrement
dans la région. C'est à cette occasion qu'on se retrouve aussi, qu'on a pu aussi travailler sur l'exposition Cactus. Donc je te remercie infiniment et très sincèrement de nous avoir fait l'amitié d'être là ce soir, de nous avoir fait l'amitié aussi d'assurer ce commissariat à Monaco. Ça a été un vrai plaisir. Toutes les équipes, d'ailleurs, il y en a pas mal qui sont là ce soir, ont eu grand plaisir à travailler avec Marc, avec Yasmine aussi, qui a assuré la scénographie de l'exposition. Ça a été très très plaisant et je crois que le public et le succès de cette exposition ne dément pas l'intérêt qu'a suscité l'exposition. Donc j'ai déjà été trop long, je vous remercie d'être là et je te passe la parole, monsieur le président du Centre Pompidou, pour nous parler de jardin et de musée. Merci à tous, bonne soirée. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis un peu rouge tomate. Je sais pas, on va demander tout de suite aux botanistes quelle est l'origine de tout cela. Écoutez, non, c'est beaucoup d'émotions ce soir. Comme Björn l'a rappelé déjà, cette conférence, en fait, on devait la faire à deux. Voilà, et donc Marc n'est pas là ce soir. Alors, je vous rassure, il n'est rien arrivé de grave. En revanche, une amie chère nous a quittés. Donc je vais lui dédier cette conférence, s'appelle Daphné Charles, c'est une paysagiste qu'on connaît depuis 30 ans et qui avait accompagné un autre ami, Pascal Cribier, notamment. Elle s'est occupée des Journées des plantes de La Roche-Guyon, notamment ces dernières années, et donc elle vient de disparaître. Et donc, je pense que ce soir, Marc est à côté de ses proches et est en pensée amicale avec nous. Alors, c'est évidemment un souci parce que, vous voyez, jardin et musée, vous avez compris, hein, moi je suis le technocrate muséal. Il nous manque la magie poétique des jardins, donc ça va être un cauchemar. Hein, voilà. Mais heureusement, il y a 2-3 botanistes ce soir. Alors je vous rassure, j'ai suivi à la lettre les consignes qu'on m'a données, hein, donc 4 heures de conférence. Voilà, c'est un... Ah bah oui, le jardin, c'est le temps long. Hein. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que la porte est là, donc discrètement, voilà. Alors celles et ceux qui sont assis sur des fauteuils ou des chaises vertes, c'est la couleur un petit peu du monde de la nature, hein, donc vous ne pouvez pas partir, mais les autres, vous avez le droit de vous échapper. Voilà, donc Daphné, je pense que évidemment beaucoup aussi de cette conférence est dans l'esprit de Marie-Claude qui nous a quittés il y a plus longtemps, mais je crois qu'aussi je lui fais un clin d'œil amical à l'heure où la Fondation Cartier a ouvert à Paris. J'espère que vous avez pu visiter ce nouveau lieu. Vous voyez comment la nature et les jardins sont aussi beaucoup présents à travers des acquisitions et des expositions qu'elle avait pensées. Alors, dans la première heure, j'ai prévu essentiellement des remerciements. Voilà, donc ça sera assez bref. Hein. Bah oui. Donc tout d'abord, évidemment, le pavillon Bozio. Et à travers le pavillon Bozio, je vais saluer Madame le directeur des affaires culturelles de la Principauté. Björn l'a dit avec sa maestria habituelle. Mais donc le Centre Pompidou n'est pas totalement fermé. Nous sommes en métamorphose. Pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, il y a eu l'épisode de couleurs au Grimaldi Forum. Mais bonne nouvelle, grâce au génie monégasque, l'expo est à nouveau visible dans quelques jours à Pékin. Donc je vous attends. Hein. Et oui, je crois que Madame le directeur a d'ailleurs prévu quelques billets en business pour pouvoir... voilà. Mais ça, c'est sous le fauteuil. Il faut regarder discrètement si vous avez trouvé le bon fauteuil. Voilà, donc à travers le pavillon Bozio, je crois que c'est simple. Hein. Dans le petit pays d'à côté, la France, quand on pense à une école d'art où tout est magique, hein, on pense au pavillon Bozio. Voilà. Donc d'ailleurs, parfois, le pavillon Bozio vient nous voir à Paris. L'autre jour, ça a été une émeute. Hein, le cher Thierry, voilà, merci encore, hein, puisqu'on a dû rejeter du monde. Je crois qu'il est encore en train de répondre aux mails d'insultes. Évidemment, il avait eu l'idée d'inviter un génie, voilà, Rem Koolhaas. Alors il pensait qu'il y aurait 3 Pékins, mais non, pas de jeu de mots avec ce que je viens de dire. Voilà, mais donc là, on a dû refuser du monde. Bon, donc bref, merci Thierry pour tout ce que tu fais. Tu le sais que tu diriges une institution admirable. Voilà. Alors, dans cette première heure de remerciement, évidemment, je passe tout de suite à l'autre institution majeure monégasque. Madame le directeur, vous le savez, hein, vous avez la meilleure école d'art du monde et vous avez aussi le plus bel ensemble muséal, hein, et avec un non moins brillant directeur que
beaucoup de ses collègues ce soir. Il n'y en a que des étoiles ce soir, que des stars. Mais enfin, Björn est un génie. Et puis, j'ai vu effectivement Elodie, j'ai vu Emmanuel. Enfin, c'est une équipe magique. Et puis, évidemment, ce soir, une petite dédicace spécifique à Benjamin, qui est, je crois, beaucoup œuvré pour cette conférence. Voilà, que je vais devoir improviser un peu, hein, puisque, comme vous l'avez bien compris, on passe de 2 à 1. Voilà. Alors, ce soir, il y a également des amis, malheureusement. Ça va être la tragédie, parce que c'est terrible toujours de faire une conférence devant des amis, parce que en plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va être un cauchemar, donc je ne vais pas pouvoir dire grand-chose. Il va falloir que je fasse attention. Donc une petite dédicace spéciale à Guillaume, qui évidemment est le lien entre le musée et le monde amical. Il est venu avec Opi, il est venu avec Édouard, j'ai vu Jean et Cathy, j'ai vu, évidemment quand on commence à citer, ça va être compliqué, tous nos collègues, Émeric, Camille, j'ai même vu Jean-Louis qui est arrivé avec un peu de retard, mais c'est pas grave. Michael, je crois, est dans la super grippe. Vous savez que cet hiver, c'est la super grippe. Et la bonne nouvelle, c'est que le vaccin ne marche pas. Enfin, en tout cas à Paris. À Monaco, je crois qu'il marche mieux. Voilà, mais donc là, on tombe comme des mouches. Hein. Donc je sais pas, je pense que ce soir, dans 4 heures, je vais tomber. Mais je crois qu'il y a même des médecins dans la... Oui, alors il ne faut pas trop que je plaisante avec ça, parce que je ne sais pas si vous avez vu le métier de président de musée en ce moment, hein, en tout cas en France. Bon, c'est un peu compliqué. Pour celles et ceux qui ne m'ont pas encore posé la question, nous, on a vachement réfléchi au Centre Pompidou. On a fait des gros séminaires de team building. C'est bon parce que... Hein. Et donc, après 2 semaines de réflexion, on a pris 2 mesures. On a vidé le Centre Pompidou et on l'a fermé. Voilà. Et là, je peux vous dire, on les attend de pied ferme. Ça devrait le faire. Voilà. Bon, on va voir. Hein. On ne sait jamais. Ouais. Bon, tout ça pour dire que malheureusement, vous allez devoir écouter cette conférence. Mais bonne nouvelle, j'ai pris quelques images. Donc du coup, si vous vous ennuyez vraiment, vous n'avez plus à m'écouter. Vous regardez les images. Voilà. Donc, je le disais, pourquoi suis-je là ? Eh bien, grâce à nos amis, bien sûr, de ce merveilleux musée que vous voyez ici, nouveau musée national de Monaco, dans une de ces 2 villas. Petit lien avec le Centre Pompidou, comme vous savez, je fais un peu de pub, mais elle va être, comment on dit, Björn, magnifiée par Renzo. Voilà, et donc sous les auras monégasques. D'ailleurs, je m'aperçois tout de suite que j'ai oublié de citer l'autre Thierry, hein, qui est à tes côtés, mais c'était pour le citer plus tard, parce que tout de suite, je voulais mettre cette conférence sous l'aura de Orthésie. Je ne sais pas si vous connaissez Orthésie. Orthésie, c'est la fée des jardins. Elle a été créée par Jean de La Fontaine. Le problème, c'est que c'est un cauchemar. Son royaume, c'est le royaume du vivant. Donc il y a le climat, il y a les plantes, ça vit, ça meurt. Et donc c'est un peu l'opposé du musée. Donc toute cette conférence, ça va être un peu toute ma vie. C'est la dialectique entre le monde du jardin, que je connais très mal, et le monde du musée. Mais j'en profite pour saluer moi aussi nos amis de Menton avec Gilles, et je crois que Michael, hein, c'est ça, et nous a quittés pour la nuit, hein, parce qu'il est dans la super grippe, mais il va aller mieux demain, donc on va pouvoir le revoir. Mais effectivement, le problème du jardin, vous le savez mieux que personne, c'est ce monument vivant. D'ailleurs, vous savez qu'il y a 2000 jardins monuments historiques en France, c'est peu connu, c'est un peu presque une contradiction dans les termes, hein, de classer ou d'inscrire un jardin monument historique, mais donc du coup il faut être très attentif à évidemment le conserver, le restaurer d'une certaine manière. Et le monde du musée, c'est le monde chiant, c'est le monde du sacré, c'est le monde de l'éternité, bref, tous les opposent. Mais ce soir, cette dialectique constructive va nous amener à faire un parcours à travers le monde. Donc, à propos de végétal, je fais un petit clin d'œil à Marc. Alors, hier soir, je rencontre une personne de France Télévisions qui m'a dit que le dernier développement de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous le savez, avec un petit prompt, j'aurais dû faire ça. Je mettais Marc Janson, Laurent Lebon, je mettais nos photos, je disais faites une conférence sur jardin et musée, et pof, en 30 secondes, je vous assure, je l'ai vu, c'est vrai, apparaît 3 minutes de vidéo où on voit Marc et moi en train de faire une conférence sur les jardins. Voilà, et je vous assure que c'est assez difficile de voir la différence. Voilà. Bon, donc là, inquiétude,
c'est peut-être vraiment ma dernière conférence. Voilà, donc après tout, tant mieux, hein, parce que je ne voulais pas vous ennuyer trop longtemps, mais il va falloir quand même qu'on fasse attention. Alors ça, c'est un clin d'œil à Marc, hein, qui est en pensée amicale avec nous, puisque c'est son expo végétale qu'il a faite aux Beaux-Arts de Paris. Et donc évidemment, il fallait commencer par des fleurs pour vous accueillir, mesdames et messieurs, puisque hein, on est dans le monde du politiquement incorrect. Je vais aussi saluer tout le monde ce soir, pas que les dames. Ici, des iris de Patrick Neu, et là, des iris peut-être que vous reconnaissez d'Autodix. Voilà. Et là, évidemment, Marc, qui est en charge des vélins du muséum, vous savez, ces extraordinaires représentations de plantes sur des peaux d'animaux, avait sorti quelques vélins d'iris. Et dans une autre section, il nous avait attiré notre attention sur ce qui, au fond, est le thème de la conférence, comme beaucoup de conférences sur l'histoire de l'art, le regard. Et il avait sorti ce magnifique tableau qui montre Émile Gallet, peint par Victor Prouvé. Et au fond, clin d'œil du moment, il avait installé, bien avant son grand succès, une forêt des Vajospins qui triomphe en ce moment à Paris, si par hasard vous montez à la capitale française dans les jours qui viennent. Björn m'a déjà coupé mon effet. Et oui, je vous salue ce soir avec un nain de jardin. Voilà, effectivement, quand j'étais jeune, j'étais un nanologue. Alors, je ne connais rien à l'histoire de l'art, donc nanologue, c'est pseudo-spécialiste des nains de jardin. Alors, ces nains de jardin sont assez spécifiques. Je parle notamment sous l'autorité d'Édouard. Vous savez que certains de mes collègues passent des journées, des semaines, des mois à reconstituer des polyptyques, des triptyques qui sont par exemple dispersés à travers le monde. Si vous avez la chance de passer à Florence dans les jours et les semaines qui viennent, vous verrez peut-être l'expo Fra Angelico, où il y a là toute cette magie de ce travail d'historien de l'art. Moi, mon premier grand acte de reconstitution de triptyque, ça a été de reconstituer le testament de Présence Panchounette, un des grands groupes de l'art contemporain. Donc le triptyque est constitué de Dwarf 1, Dwarf 2 et Dwarf 3. Voilà, donc je vous présente Dwarf 1, Dwarf 2 et Dwarf 3. Voilà, et je me suis juré, j'ai fait ce pari maintenant il y a environ une trentaine d'années, chaque conférence, quel que soit le format, quel que soit le public, alors ce soir c'est un public choisi, mais je commence toujours par cette photo pour vous dire bonsoir. Voilà, comme ça les gens croient que la conférence est finie, et donc ils sont rajouis. Voilà, bon, parfois ça marche plus ou moins bien, voilà, mais enfin en tout cas c'était pour vous dire bonsoir, et évidemment c'est un petit clin d'œil à cette peut-être première partie du rapport entre jardin et musée, c'est peut-être la plus basique, mais l'idée de l'exposition de sculptures. Alors dans le monde de la nanologie, il y a une sous-branche qui est la nanogénèse. La nanogénèse, c'est évidemment beaucoup plus compliqué puisque c'est la science de la naissance du nain de jardin. Et là, évidemment, je bascule dans le politiquement incorrect puisqu'il y a beaucoup de nains de jardin, mais très peu de naines. Voilà. Donc la reproduction est complexe. Les scientifiques se sont beaucoup penchés sur cette question. Alors dans l'exposition, j'ai proposé une possibilité, hein, évidemment il y en a beaucoup d'autres sur la reproduction. Alors là, un peu à un moment peut-être de pseudo-érudition, mais l'idée d'un mouvement chtonien, c'est-à-dire qu'en gros, le nain naît des entrailles de la terre, évidemment comme une plante. Voilà. Et donc vous le voyez, le petit bonnet, ne voyez aucune allusion phallique, sort de la pelouse et le nain apparaît. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe dans le monde des nains de jardin, mais c'est évidemment tout l'inverse dans le vrai monde des jardins. Alors quand on parle sculpture, on parle évidemment parc de sculpture un peu classique, et donc là je voulais ouvrir un petit peu cette conférence avec évidemment le parc le plus connu, mais je me suis dit que j'allais vous faire un clin d'œil, j'allais pas vous montrer les sculptures, c'est pas drôle, donc je vous ai montré les sculptures bâchées. Voilà, ce qui est assez drôle d'ailleurs parce que c'est le grand programme, hein, de la sculpture au XVIIe siècle. Vous avez tous reconnu le jardin de Versailles, voilà. Et donc c'est assez drôle. L'hiver, en fait, il protège, mais même pas les originaux, puisque maintenant la plupart sont remplacés par des copies. Même les copies sont abîmées par la pollution. Donc ça en dit long sur l'état de nos poumons. Et donc on les met. Et finalement, je trouve que ça fait beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait en plus art contemporain. Et comme je sais que ce soir il y a un public choisi pour la création contemporaine. Alors, à propos d'art contemporain et de sculpture dans les jardins, je vous montre un autre rapport, justement, comment amener le vivant, comment démuséifier un jardin patrimonial. Donc là, on s'était amusé lors d'une nuit blanche à Versailles. On avait amené la plus grande boule disco d'Europe. Alors, il nous avait fallu un gros semi-remorque et on l'avait foutu au milieu de la salle de bal de Louis XIV où lui-même dansait. Bon, après, je n'ai pas été réinvité, mais au moins, on a fait une belle soirée. C'était assez sympathique. Voilà. Chers amis, ce soir, c'est une conférence où nous allons penser, où nous allons méditer.
où nous allons réfléchir sur cette dialectique complexe entre le monde des jardins et le monde des musées. Et donc, quelle plus belle sculpture pouvais-je trouver que le penseur de Rodin dans son jardin. Voilà, alors il tourne un peu le dos aux invalides, regarde son musée. Voilà, c'est un petit peu la thématique de ce soir. Je vais essayer de ne pas être trop pénible, pas être trop ennuyeux et de vous montrer des exemples plus ou moins, j'espère, disruptif, comme on disait dans les années 2017-2018. Et donc là, vous avez l'inverse du penseur de Rodin, finalement, c'est Clara Clara de Richard Serra. C'est ma croix, à moi. J'ai commencé ma carrière, l'a rappelé Björn gentiment, parce qu'il a dit enfin, voyez, comprenant que ça y est, j'étais près de la retraite, je vous rassure, ça y est, ça arrive, mais bon, malheureusement, il y a eu la suspension de la loi, donc ça complique un peu les choses. Mais enfin, bon, bref, là, vous avez donc ce qu'on appelle une œuvre in situ du maître Richard Serra, et donc dans sa version Square de Choisy. Alors pour la petite histoire, Richard Serra avait pensé cette sculpture pour le trou du forum du Centre Pompidou. Vous vous souvenez peut-être pour certains d'entre vous, mais la plupart d'entre vous n'étiez pas nés, il y avait un grand trou dans le forum et on y faisait des commandes. Le trou a été un petit peu réduit dans les années 2000, après la réouverture de l'année 2000 elle-même. Donc, Richard Serra propose une sculpture qui fait pile la taille du trou du forum. Et comme souvent au Centre Pompidou, on fait des réunions. Alors, une réunion au Centre Pompidou, ça ne peut pas comme ce soir, on est 50. Et donc, tout le monde prend un peu la parole. Et puis, après 3 heures de réunion, il y a quelqu'un qui lève la main. On a oublié peut-être un petit détail, c'est la résistance au sol du plancher. Et donc, si on met cette sculpture qui pèse plusieurs dizaines de tonnes, en fait, elle va passer dans le parking d'en dessous. Voilà. Donc, il va falloir lui trouver une place. Voilà. Et là, coup de génie de l'époque, de mes collègues conservateurs, il l'installe aux Tuileries. Et donc, ça dialogue avec les 2 fameuses rampes de Le Nôtre dans le grand axe majeur. Mais le Louvre et l'État adorent cette idée, mais pas au point de garder l'œuvre. Ce qui fait que Jacques Toubon, qui passait par là, récupère l'œuvre et la met au Square de Choisy. Au bout de quelques mois, c'est pas ce que vous voyez sur cette photo, parce que là, c'était quasiment au moment de l'inauguration. Ici, on va dire de l'urine, plutôt humaine. Là, des déjections de pigeons et au milieu, des graffitis. Donc, un gros problème. L'artiste n'était pas ravi. Et donc, monsieur le maire a eu une idée un peu violente. La veille des municipales, il a fait démonter l'œuvre. Voilà. Et donc aujourd'hui, depuis maintenant 35 ans, on lui cherche un point de chute. Donc je dis à nos amis monégasques, je sais que Björn aime bien installer des sculptures. Voilà. Donc peut-être qu'il reste un petit endroit le long de la mer, voilà, pour réinstaller Clara Clara. Tout ça pour vous dire que dans le monde de la sculpture de jardin, donc cette exposition, parce que c'est aussi un musée de plein air, hein, je ne quitte pas complètement le thème de notre soirée, il y a cette idée fondamentale de la contextualisation et évidemment de trouver une bonne place. Alors, dans le domaine de la contextualisation et de la sculpture un peu classique, on n'a pas fait tellement mieux que Louisiana. Voilà. Ce soir, j'en profite pour vous raconter ma vie, puisque toute conférence est toujours un peu autobiographique. Alors, question toujours un peu à dessous, quel est votre musée préféré, quelle est votre œuvre préférée, quelle est votre exposition. Bon, voilà, bref. Non, j'ai pas de musée préféré, j'ai pas d'œuvre préférée. Comme vous toutes et tous ce soir, on a tous un panthéon, des œuvres, des musées qu'on aime. Ça dépend de notre humeur, de notre taux d'alcoolémie, de beaucoup d'autres choses. Voilà. Mais celui-là fait en général un peu consensus. C'est le Louisiana, à quelques kilomètres de Copenhague, qui a été créé dans les années 60, et vous avez ce merveilleux paysage avec des sculptures. C'est un peu le parangon du parc de sculptures classique, mais peut-être moins connu. Je voulais vous montrer plus drôle, finalement presque l'origine, puisque c'était un Henry Moore qu'on voyait sur l'autre image. Ça, c'est la maison d'Henry Moore, à Much Haddam, si vous avez l'occasion de la visiter. Et l'artiste a transformé sa maison atelier en musée. Donc il a exposé lui-même ses sculptures, il a choisi les endroits, non sans humour, comme vous le voyez là, avec, on va se caper ça, de l'humour anglais. Voilà. Alors, dans le genre contextualisation, ils m'ont réinvité à Versailles, quand même, après la boule disco. Et bon, alors Laurent, qu'est-ce que tu pourrais bien faire comme bêtise ? Et là, j'ai dit, invitons Jeff Koons. Que n'avais-je dit là ? Je me suis tapé 3 procès. Mais bon, voilà, je vous remonte ces images, on avait bien aimé, où là, je crois on franchit un cap, on n'est plus vraiment dans le bronze posé sur socle ou dans le bronze posé sur pelouse. Là, carrément, on a fait une œuvre avec les fleurs de nos amis jardiniers, qui était aussi un petit clin d'œil à Louis XIV, dont on dit
c'est pas forcément véridique, mais qu'il changeait les parterres de fleurs très régulièrement, voire même entre le matin et l'après-midi, n'exagérons peut-être pas, mais enfin voilà le fameux split rocker qui portait plusieurs dizaines de milliers de fleurs qu'on avait installées, donc je vous remonte sur l'image précédente, au milieu du parterre de l'orangerie, et qui, je crois, en termes de sculpture, de jardin et d'exposition, a été un moment assez sympathique, mais évidemment beaucoup moins poétique que le magnifique jardin de Giuseppe Pennone à Veneria Real, à Turin, voilà, si vous avez l'occasion d'y passer, où Giuseppe a créé un jardin total. Et je n'ai pas hésité à faire ce soir quelques petits collages d'images et vous montrer un dialogue, puisque vous avez vu qu'à Paris, on célèbre l'exposition de 1925. Et donc, je ne sais pas si vous connaissiez cette partie de l'exposition. Ce sont les fameux arbres cubistes des frères Martel, qui sont assez extraordinaires et que je trouve assez drôle de montrer en écho à ceux de Giuseppe Pennone. Vous voyez que petit à petit, on monte en niveau de contextualisation, on est de plus en plus dans l'intime. Et là, je crois que c'est une des œuvres d'art total les plus réussies dans le genre maison, atelier, jardin. C'est celle de Noguchi à New York. C'est son atelier jardin qui est désormais ouvert au public si jamais vous avez l'occasion d'y aller. C'est à quelques minutes de Manhattan, très accessible par métro et on n'y pense pas souvent, mais c'est un des grands chefs-d'œuvre de l'exposition de musée jardin. Dans le genre, il y a un lieu en Écosse qui s'appelle Little Sparta, la petite Sparte, que d'ailleurs Marie-Claude adorait, qui est l'œuvre totale de Ian Hamilton Finlay. Je crois que d'ailleurs qu'il y a une œuvre de Ian Hamilton Finlay au Nouveau Musée national, à la Fondation Cartier en tout cas. Voilà, et j'aime bien cette partie du jardin. Donc c'est une immense création avec des œuvres pas forcément de très grande échelle, mais des tas de références historiques, notamment la Églogue, avec cet enclos. Et au fond, on pense, quand on voit cette œuvre, à la définition du jardin de Gilles Clément, qui dit que c'est un enclos et le paradis en même temps. Ou ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette phrase de Michel Foucault qui dit que le jardin, c'est à la fois la plus petite parcelle du monde et l'ensemble du monde. Je crois que c'est dans ce parcours quelque chose d'assez fantastique qui s'ouvre un moment sur le paysage. Et là, je me suis dit, avec ce qui se passe avec Vladimir Poutine et d'autres, je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette installation de Ian Hamilton Finlay, où il termine la promenade avec cette magnifique citation de Saint-Just gravée dans la pierre, l'ordre présent et le désordre de notre futur. Voilà, en anglais, the present order is the disorder of the future. Voilà, et là, je crois qu'on a vraiment un petit clin d'œil qui ouvre une perspective. À propos de perspective, je voulais maintenant basculer petit à petit dans des sculptures et des expositions qui ouvrent plus sur le paysage, avec notamment cette œuvre qui n'a duré qu'un été à Versailles, de Daniel Buren, où en fait, on est au point de vue du roi, puisque vous savez que les programmes de sculpture que je vous ai montrés lors d'une des premières images a fait l'objet d'un texte où Louis XIV expliquait comment visiter le jardin de Versailles, et notamment il insistait pour être à cet endroit, c'est-à-dire au-dessus du bassin de la Tonne, dans le grand axe, et on voit le tapis vert se déployer, puis le grand canal. Et Daniel, avec son génie géométrique habituel, a créé une anamorphose, ce qui fait qu'en fait, quand vous êtes au point de vue du roi, vous avez comme un cadre qui se relève, mais pour créer ça, il a mis des planches de bois sur plusieurs centaines de mètres. Ici, elle fait 8 cm 7, et là-bas, elle fait aussi 8 cm 7 quand vous êtes au point de vue du roi, mais évidemment, quand vous vous promenez, que vous allez là, en fait, elle fait plusieurs mètres de large. Voilà, je trouve cette œuvre assez géniale par rapport au rapport paysage et qui dit vraiment le génie de Lenôtre. Voilà, de la même manière que l'année d'après, au même endroit, Xavier Veillant a fait l'inverse comme œuvre. Il a détruit la magie des eaux de Versailles, ce fameux grand canal, ce miroir, le reflet du monde, reflet de l'univers. Il y a mis pour lui ce qui est la sculpture la plus simple dans un jardin, c'est-à-dire un jet d'eau. Et à l'époque, on avait essayé, je crois qu'on a réussi de quelques centimètres de dépasser le jardin d'eau, le jet d'eau de Genève. Voilà, ce qui n'était pas très glorieux, parce que en fait, on a dû utiliser beaucoup d'électricité. On ne le ferait plus aujourd'hui. Voilà, vive le développement durable. Voilà. Alors, à propos de rapport au paysage, à la nature, évidemment, je ne peux pas citer nos amis américains qui ont fait basculer le monde du jardin dans une autre dimension. Alors là, vous pouvez vous dire, quand vous regardez l'image, on a un petit souci d'échelle. On se dit,
qu'est-ce que c'est que cette sculpture? Est-ce que c'est un jardin sec japonais? Non. En fait, c'est la dernière œuvre de Michael Heizer. Il a mis environ 40 ans à faire, qui est désormais, on peut la visiter, vous pouvez réserver, vous pouvez la voir. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, entre là et le bout de l'image, il y a environ 6 ou 7 km. Voilà, donc vous vous baladez dans ce jardin extraordinaire, ce rapport au paysage, et vous avez une des peut-être plus belles expositions de ce que peut être le land art, avec pour moi l'autre grand chef-d'œuvre, qui est évidemment le Lightning Field de Walter de Maria. Alors, on parle souvent de cette œuvre par rapport à l'image de droite, c'est-à-dire qu'en fait, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'œuvre, il s'agit d'un champ de mâts acérés, répartis sur une surface de 1 km sur 1 mile. Et ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre, en fait, c'est pas tant, évidemment, la merveilleuse image dite sublime où l'éclair tombe sur le champ de mâts et on a cette image, mais qu'en fait, l'artiste oblige le visiteur à y passer une journée entière. Donc en fait, quand vous allez visiter cette œuvre, c'est pas pour y passer 10 secondes, c'est que vous devez réserver, vous devez dormir sur place, on vous offre le repas, et en fait vous arpentez le jardin, vous arpentez le paysage, puisque évidemment Michael Heizer a joué sur les deux. Souvent on définit le jardin par l'idée que c'est une limite, que c'est un enclos, que c'est un mur, et en fait ce qu'a voulu faire Michael Heizer, c'est faire ça, mais à une échelle évidemment colossale, et j'adore cette œuvre que je trouve une des plus émouvantes dans le domaine du land art. Alors, dans le domaine du land art, je ne pouvais pas ne pas terminer, peut-être par l'œuvre la plus simple, la sculpture la plus belle. C'est Richard Long, c'est A Line Made by Walking. Je crois qu'elle date de 1969. En gros, il a pris une pelouse un peu humide, comme il arrive parfois sur les territoires britanniques, et il l'a arpentée comme ça pendant quelques minutes, quelques heures, et il n'y a resté plus qu'une trace, et il a pris la photo, et la sculpture a disparu. Voilà, la conférence est terminée. Mais non, ce n'était que l'introduction. Voilà, tout ça pour vous amener au cœur du musée. Et donc on franchit, vous vous souvenez, à l'instant je viens de vous parler de marcher. Et donc évidemment j'ai mis un homme qui marche de Monsieur Giacometti. C'est peut-être une des images les plus connues du jardin que je vous ai montré tout à l'heure, Louisiana. Et donc là, vous êtes à l'intérieur du Louisiana et il y a cette image un peu iconique où on voit une sculpture avec la vue sur le jardin. Et là, je crois que sur toute cette partie, je vais essayer de réfléchir un petit peu entre intérieur et extérieur, dialectique entre monde et musée. Et vous ne pouvez pas ne pas faire le rapprochement avec cette autre image qui est la Fondation Beyeler de Renzo Piano. On sent qu'il y a une petite influence entre les deux architectures, puisque pareillement, le bâtiment de Renzo se prolonge par un bassin. Et là, les responsables de la Fondation Beyeler souvent accrochent en dialectique avec le jardin, peut-être le grand chef-d'œuvre de Monet, en l'occurrence des longs panneaux des Nymphéas. Alors tout ça pour vous dire que, évidemment, exposer le jardin, c'est raconter une histoire. Et donc là, je fais une première pause. Donc il y aura comme ça une dizaine de pauses dans les 4 heures de conférence. Et donc là, je fais de l'autopromotion. Et donc, Björn m'a tendu la perche tout à l'heure. Je vous amène au Grand Palais pour justement voir comment une exposition de jardin en 10 images, je vous rassure, ça ne sera pas trop long, ça ne prendra que quelques minutes, pour vous raconter cette histoire de l'exposition d'un jardin, donc comme une exposition impossible. Et j'aime beaucoup cette phrase, le bizarre de l'homme est ce qu'il y a en lui de vagabond et d'égaré, sans doute pourrait-il tenir dans ces 2 syllabes, jardin. Voilà. Et on ouvre avec cette fresque antique de Pompéi, qui est une des premières représentations d'un jardin. Et tout de suite après, on a voulu un peu de manière analytique, on avait réalisé ce projet avec Marc, comme Björn l'a rappelé tout à l'heure, avec cette installation de sol de l'artiste Kurita, une installation un peu basique, mais assez belle, puisqu'en fait, il a l'idée, il arpente tout un territoire, en l'occurrence là, la France, et il ramène à des morceaux des échantillons de terre qu'il prélève à moments réguliers. Et en fait, ce que vous avez là, c'est un peu la carte de France des sols. Et évidemment, c'est une autre définition merveilleuse de Gilles Clément du jardin. Quand je vois cette œuvre, je pense toujours à cette définition. Le jardin, c'est un morceau de terre et l'éternité. C'est-à-dire vraiment cette idée d'un dialogue entre les deux. Alors,
malheureusement, ma photo n'est pas géniale, mais au fond, c'est pas mal, parce que je me suis rendu compte en préparant le PowerPoint que là, tout à l'heure, j'avais un peu merdé dans le reflet, mais j'adore cette photo, parce qu'au fond, elle dit tout du sujet de ce soir, exposition et musée. Quand vous regardez la vitrine, vous dites, tiens, il y a des plantes exposées, mais en fait, ces plantes, elles sont en verre. Et c'est les grands chefs-d'œuvre des Blaschka, père et fils. Si vous avez la chance une fois d'aller à Harvard, ne ratez pas, parce que souvent les gens vont à Harvard, vont voir le musée d'art et ainsi de suite, mais il y a le musée botanique où il y a la fameuse création des Blaschka. Alors quand je dis fameuse, c'est parce qu'elle concerne plusieurs centaines de plantes et vous voyez la fragilité, puisque ça c'est une petite tige, vous voyez les feuilles et ainsi de suite. Tout ça est en verre et donc évidemment les prêts sont quasiment impossibles. On avait réussi pour cette exposition à en avoir avec en dialogue quelques bijoux, mais là je passe parce que ce n'est pas l'objet du jour. Vous reconnaissez le diadème d'Eugénie de la galerie d'Apollon? Non, pardon. Okay. Vous avez un humour très déplacé quand même à Monaco. Hein. Dès qu'on parle de bijoux, ça... Bon, voilà, alors... pour le jardin, même au musée, évidemment, je ne pouvais pas montrer la figure du jardinier. C'est Emile Klaus. J'aime beaucoup ce portrait parce qu'il est d'abord à taille humaine, mais comme vous le voyez, ce vieux jardinier, en fait, fait dos, il tourne le dos au jardin. Et en fait, il revient dans l'exposition, c'est comme ça qu'on avait voulu l'accrocher, avec sa plante, et pieds nus, il a laissé ses chaussures de côté. Et je trouve dans cette image, au fond, il y a beaucoup de toute cette dialectique que j'essaie de vous décrire depuis quelques minutes, qui est au fond cette tentative de basculer d'un intérieur et d'un extérieur. Et évidemment, tout cela est une question de représentation. Ce qu'on avait voulu refléter dans cette image aussi, qui n'est pas tout à fait précis, je m'en excuse, mais l'idée c'est, et on pourrait faire une conférence entière, c'est la représentation par le plan, comment le plan est devenu un instrument de pouvoir pour montrer à divers clients, commanditaires, visiteurs et autres, comment le jardin a été constitué. C'était un élément fort de cette exposition. Je vais vous montrer une autre image que j'ai ici, où on montre comment les vues d'en haut, par exemple ce tableau qui montre Saint-Cloud, fait 3 mètres de haut sur 4 mètres de large, où les fameuses lunettes que vous avez peut-être vu à Florence, qui sont parmi les premières représentations à la Renaissance de jardin, qui sont de l'artiste Huttens. Et j'adore cette petite maquette qui date du XVIIIe siècle, vous voyez, dans son mobilier, qui montre aussi, et sur la gauche, vous avez la superbe vue d'en haut de Marly, que vous connaissez sans doute. Voilà, donc dans cette idée de cette promenade, il y avait l'idée de passer d'un bosquet à l'autre, comme on fait ce soir, comme on butine. Dans notamment cette partie-là, vous aviez au centre le labyrinthe de Versailles qui a été démantelé, puisque le jardin, comme je disais, est vivant, et donc le musée accueille parfois les restes de son histoire. Là, vous avez le singe, une des fables de La Fontaine, de ce fameux bosquet du labyrinthe qui a été détruit. Et à gauche, pour moi, peut-être, s'il y a un tableau qui doit résumer le titre de la conférence de ce soir, Jardin et musée, c'est La fête à Saint-Cloud, de Fragonard, ce grand chef-d'œuvre qui est malheureusement conservé à la Banque de France. Pourquoi je dis malheureusement? C'est qu'au moins là-bas, il est peut-être bien protégé, mais on ne peut pas le voir. Voilà, il est très rarement prêté. Et donc là, pour l'exposition, on avait eu la chance de pouvoir le montrer. Et donc, on continuait comme ça à basculer de la représentation d'un jardin à l'autre, en basculant vers la fin. Et on avait voulu faire cette petite dialectique entre Klimt au fond, Monet à gauche, et sur la droite, un petit clin d'œil au héros du moment à Paris, Gerhard Richter, qui a peint son propre jardin dans ce magnifique tableau que vous voyez. Et on avait des moments de pause dans l'exposition, avec notamment ce moment que j'aime beaucoup, de cette gouache découpée de Matisse, avec un visiteur qui est en train de la regarder, les acanthes, qui me fait toujours penser à cette phrase, mais je vais le dire sous le contrôle d'Emeric, mais qui disait qu'au fond, il a créé cette œuvre un peu comme il créait son jardin, que c'était son petit jardin, et j'aime beaucoup cette idée qui, je crois, résume aussi un des aspects de l'exposition et de son rapport au musée. Alors, s'il y a une œuvre d'art totale qui doit peut-être concentrer cette dialectique que j'essaye de vous montrer par différents angles ce soir, c'est bien sûr l'ensemble des nymphéas, cette fois-ci à l'Orangerie. On est là à l'inverse de la dialectique de tout à l'heure. Vous vous souvenez du rapport intérieur-extérieur à la Fondation Beyeler. Là,
Claude Monet va plus loin, puisque comme vous savez, c'est lui-même qui a défini cette architecture, c'est lui-même qui a souhaité faire ces salles ovales, et là on est complètement enfermé avec cette tentative de reconstituer une lumière naturelle, zénitale, pris dans son propre jardin, représenté, magnifié, avec ces œuvres qui ont tellement marqué l'histoire de l'art, et notamment du XXe siècle. C'est l'occasion pour moi de basculer dans le vivant et on retrouve Matisse ici avec sa piscine. Et là, je ne résiste pas au petit clin d'œil. Il y a une artiste qui a repéré à travers le temps quelque chose de fou aujourd'hui dans un musée qu'on ne fait plus, mettre des plantes, mettre du vivant, mettre du végétal. Voilà. Alors qu'il s'est amusé à repérer dans toute l'histoire du MoMA quelques moments, avec y compris ce moment. Ça, c'est une première exposition sur un paysagiste au MoMA. C'est Roberto Burle Marx, le paysagiste brésilien, qui a lui-même est exposé de son vivant MoMA et qui a exposé une des plantes qu'il avait choisies. Mais cette histoire continue. Si vous êtes allé à la Biennale de Venise d'architecture cette année, qui vient de se terminer, vous avez peut-être vu le pavillon belge. Et le pavillon belge, voilà, c'est exactement les images que je viens de vous montrer. C'est Bas Metz, le paysagiste qui refait le parvis de Notre-Dame, qui a décidé comme geste d'uniquement exposer un jardin, même un morceau de jardin au cœur du pavillon, en expliquant évidemment toute la logique écologique qui sous-tend l'idée d'exposer, parce que évidemment le grand défi, c'était que les plantes ne meurent pas et soient encore d'attaque. Donc tout ça me lance dans cette idée, et vous voyez qu'on a basculé, on est passé de l'extérieur à l'intérieur, sur évidemment exposer le jardin, et je ne pouvais pas ne pas commencer cette section avec peut-être le plus bel exemple, malheureusement détruit, le Crystal Palace. On est à Londres, au 19e siècle, les expositions universelles, et c'est peut-être la plus belle exposition de jardin. Et qu'est-ce que vous repérez? Bien évidemment, cette tentative de ramener le système des beaux-arts au sein du jardin, dans ce magnifique exemple, qu'on pourrait décliner à l'infini, mais je vous ai sorti quelques images peut-être moins connues. J'aime beaucoup par exemple celle-ci, ce magnifique exemple d'architecture un peu massacré ces derniers temps, le CNIT à la Défense, au départ a servi à faire des salons, et notamment pour les floralies, les plus grandes floralies des années 50. Le bâtiment a été inauguré avec un immense jardin dessous, et le Grand Palais récemment a remis le couvert en transformant la grande nef en jardin. Voilà. Alors évidemment, en termes d'exposition florale, je ne peux pas vous montrer, je ne lui dédie pas la conférence, je ne me permettrai pas, ça serait un blasphème, mais la plus grande des jardinières, voilà, qui nous a quittés, et qui est dans la plus grande exposition de fleurs pour tout amateur de botanique, c'est le Chelsea Flower Show, et donc, comme vous savez, en général, inauguré par Sa Majesté. Donc là, sur l'image, j'aime beaucoup, évidemment, le jeu du rose et de la rose, voilà, mais vous connaissez le goût de notre reine qui nous manque tant, voilà. Et pour moi, c'est évidemment l'occasion, parce que c'était une excellente jardinière, de basculer sur l'idée de comment exposer un jardiniste. J'aime beaucoup cette formule de Horace Walpole qui a mixer le mot jardinier avec le mot artiste. Et tout à l'heure, je l'ai cité, et je fais un clin d'œil à Pascal Crébier en faisant une autre petite pause, en vous montrant l'exposition qu'on avait réalisée sur son travail à l'espace Electra, et montrer comment justement dans l'exposition sur l'œuvre d'un jardinier, on a voulu être à la frontière du vivant et de la représentation. Et donc Pascal avait souhaité par exemple que toute la première partie de l'exposition soit uniquement des images tout au même format, puisqu'il aimait beaucoup ce format un peu allongé, où on voit les différentes créations, notamment ici, vous avez au premier plan sa création en Normandie, à Varangeville, le bois de Morville, et sur celle-ci, ce magnifique ensemble des marais de l'Archamp. Et quand vous alliez à l'étage, là, un petit clin d'œil avant de monter à l'étage sur la thématique de la soirée sur le vivant exposé au musée. Aujourd'hui, de ce domaine, qui est le domaine de Méréville, il ne reste plus que ces images, puisque lorsque Vivendi a voulu changer de politique, un jour, ils ont coupé le robinet, et donc toutes les plantes sont mortes, voilà, y compris les grands murs végétaux de Patrick Blanc et les bassins qu'avait créé Pascal. Et donc, à l'étage, vous vous souvenez des marais de l'Archamp. Les marais de l'Archamp ont un système hydrologique assez intéressant qui fait qu'à rythme régulier, il joue de hauteur. Et donc les
arbres ont développé un double système racinaire, et ce qui avait donné le titre de l'exposition. Pascal avait une grande admiration pour Halley, et Halley avait écrit à l'époque cet article sur l'idée que les racines avaient peut-être des feuilles, donc une sorte de renversement. Et donc évidemment, dans un geste un peu duchampien, on avait été chercher dans le marais de l'Archamp des arbres morts et on les avait exposés tout simplement comme une installation. Et on terminait l'exposition avec ce qu'il y a de pire pour un conservateur de musée. Et donc là, on est au cœur de la dialectique, des champignons, des moisissures, une horreur. Ça basculait dans toute la climatisation. On a foutu en l'air tout l'espace. Voilà, il a fallu des semaines et des mois pour tout nettoyer. Mais bon, voilà, c'était le geste qui a été suivi après par celui de Patrick Blanc. Donc là, vous avez une image de son exposition au même endroit, à l'Espace Electra. Et évidemment, Patrick est celui qui a poussé très loin la dialectique entre intérieur et extérieur avec ses extraordinaires murs végétaux. Là, vous êtes au musée de Kanazawa, au Japon, le musée qui a été créé par Sana. Et vous voyez, dans le musée rentre le mur végétal. Et évidemment, vous connaissez tous la façade du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, où Patrick a quasiment créé le jardin qui lui aussi pénètre dans les espaces. Ce qui m'amène à revenir à la dialectique qui nous a occupés il y a une petite demi-heure, avec notamment cette glyptothèque à Copenhague, où le début de la visite du musée se fait par un jardin, une serre, exactement sur le modèle des expositions universelles, et la collection de sculptures, vous le voyez ici, est déjà présente. C'est un endroit assez magique qui contraste, à mon avis, avec une autre tentative, mais pour moi beaucoup plus sèche, qui est celle du Louvre, avec les cours voûtées, et notamment évoquant le domaine de Marly, où là vous avez toute la contradiction que j'essayais d'insister en début de conférence sur, finalement, qu'est-ce qui reste de la magie des jardins qu'on a vu en début de conférence dans ce type d'installation? Je laisse un point d'interrogation. Alors, deuxième moment d'auto-célébration, je ne pouvais pas ne pas vous parler un petit peu du Centre Pompidou. Savez-vous que le Centre Pompidou a failli être un bâtiment jardin? Voilà. Et donc là, vous avez le dessin très peu connu, Hundert Wasser, artiste autrichien, qui avait proposé que le Centre Pompidou soit des plateaux avec une forêt, et on mettait les œuvres dedans. Je trouve ce dessin assez amusant, mais ce qui est moins connu, c'est qu'en fait, Renzo Piano et Richard Rogers, dans une version du Centre Pompidou, avaient prévu une sorte de jardin suspendu qui n'a pas vu le jour. Et donc, aujourd'hui, en 2030, on espère, comme Björn l'a indiqué, rouvrir le jardin. Et donc là, vous voyez un peu la métamorphose côté piazza. Donc cet espace public très sec, la grande problématique va être comment lui donner une dynamique justement au rapport au végétal par rapport aux souhaits de la ville et nos propres souhaits évidemment et le réchauffement climatique. Vous en avez marre, donc je fais une petite pause pub. Voilà, quelques images de la célébration du Centre Pompidou. Hein, voilà, ça c'est le moment publicité. Voilà, donc le feu d'artifice de Tsai Kuo-Kyung. Voilà, ça c'était, on s'est fait plaisir. Voilà. Et notre nouveau Centre Pompidou, vous êtes les premiers à l'avoir. Et oui, c'est lui. Il est à Massy. Et oui, non, mais voilà. Et Philippe Chiambaretta a fait une petite allusion au centre, à notre chenille. Il ouvre dans 9 mois. Voilà, donc je vous y attends, avec un jardin devant. Séoul le 28 mai, Canal en octobre et la nouvelle terrasse du Centre Pompidou en 2030. Mais avant, venez tous voir l'exposition Matisse, où vous reverrez les acanthes que vous avez vues. Il y a 20 images. Notez la date, 23 mars. Vous recevrez un carton. Björn m'a soumis toutes les adresses mail. Voilà. Et si vous ne les avez pas, notez la date. Nous vous y attendons. Dans le genre dialectique jardin, musée, je crois qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas ce soir ne pas vous montrer ce qui, pour moi, sont des exemples où l'osmose est totale. Et notamment avec ce magnifique exemple près de Washington, qui est un jardin-musée conçu par un couple de collectionneurs, Glenstone, où ils ont créé un jardin sur plusieurs dizaines d'hectares en interpénétrant avec les bâtiments d'exposition. Et donc vous avez une sorte de parcours absolu où il y a une dialectique minimale qui joue entre les deux. Mais évidemment, l'exemple peut-être le plus connu, c'est Naoshima, puisque là on n'est même plus sur un jardin ou un paysage, on est sur un ensemble d'îles, avec ici les éléments centraux faits par Tadao Ando, et ce moment assez extraordinaire où vous avez à la fois la vue sur le paysage,
bien sûr cultivés, magnifiés. Et là, Tadao Ando, et si vous repérez bien ici, vous reconnaissez peut-être des photos de Sugimoto qui montrent le paysage que vous voyez, puisque c'est les fameux horizons marins de ce photographe japonais qui évidemment joue avec la perspective. N'en jetez plus. S'il y a un endroit dans le monde où jardin et musée s'interpénètrent, c'est peut-être Naoshima, avec notamment ce merveilleux pavillon sur l'île de Teshima, avec une œuvre de Renato, où au fond, je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut pour un jardin? Un peu d'eau, un peu de lumière. Et elle a résumé ça avec ce bâtiment et cet oculus où la lumière passe naturelle. Et en fait, l'œuvre, c'est uniquement cette flaque qui apparaît et disparaît au sol et qui donc reflète l'infinité du ciel. S'il y a un lieu qui reflète peut-être aussi cette dialectique et qui est peut-être moins connu que ce que je viens de vous montrer, c'est Insel am Broch, près de Düsseldorf, où un collectionneur allemand a transformé une ancienne station de missiles de l'OTAN en un immense jardin. Mais bien avant Gilles Clément, il en a fait un jardin en mouvement, un jardin absolument pas rationnel, mais évidemment très pensé, avec des éléments que vous voyez devant vous, on ne se croirait pas dans une base de missiles. Et il a mis des pavillons qui viennent rythmer votre visite. Et ce qui est assez fascinant, c'est que c'est l'anti-musée. C'est-à-dire que dans ce lieu, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de cartel, il n'y a pas de lumière artificielle. Le musée ouvre avec le lever du soleil et ferme avec le coucher du soleil. Et les portes sont ouvertes sur la nature. Donc là, par exemple, vous avez 2 œuvres d'Yves Klein. Et donc, vous avez une interpénétration. Donc, dans cette dialectique, et je m'en excuse un peu lourdingue, sur laquelle j'insiste depuis maintenant 45 minutes ou je ne sais pas. Björn ne me fait pas encore de gros yeux aussi. Non, ça va aller. Le nature-culture, Insel am Broch, c'est un peu le parangon absolu. D'autant plus qu'à la fin, avec votre billet d'exposition, on vous invite à prendre place à une table et on vous offre un repas préparé avec les légumes et les fruits qui sont cultivés tout autour. Bref, la totale. Donc là, on y est. Alors, dans un tout autre genre d'osmose, je ne pouvais pas vous montrer les maisons-musées de Manrique aux Canaries. J'adore ces endroits. Et évidemment, une spéciale dédicace pour les cactus, puisque peut-être un des plus beaux jardins-musées cactus du monde ouvrant sur le paysage est ici, à Teguise, sur l'île. Et peut-être, finalement, la dialectique totale, c'est Derek Jarman. Dans ce petit jardin simplissime, on croit que c'est un jardin fait par peut-être un jardin ouvrier ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. C'est un jardin qui donne sur une terrifiante centrale, dans un paysage extrêmement austère. Et Derek a mis quelques micro-sculptures, donc l'inverse absolu de ce qui ouvrait notre conférence, mais peut-être un peu plus de poésie. Alors, après ce petit tour du monde, il faut bien sûr revenir là où est l'essentiel. Où est l'essentiel? Monaco. Et oui, la principauté, avec cette dialectique que vous m'avez suivi tout à l'heure, entre le naturel et l'artificiel, et donc évidemment cette salle de l'Expo Cactus, entre à droite l'installation de Martin Creed et à gauche l'installation de Katinka Bock, me semble bien résumée, comme cette autre salle où finalement on ne sait plus qui est réel, qui est vrai, avec le cactus imaginé par les moyens numériques par Alain Fleischer, les cactus dits coussins de belle-mère, oui, je sais, c'est pas politiquement correct, de Maurizio Galante, et au fond, cette vue de western qui, je crois, pose bien cette question fondamentale. Au fond, est-ce que le musée a été pensé contre le jardin, ou est-ce que son avenir n'est pas justement d'être pensé comme un jardin? C'est-à-dire, pas forcément savoir s'il y a une dialectique positive ou négative, et finalement, sans vouloir anticiper ma conclusion de dans 3 heures. Mais finalement, vous l'avez bien compris, le jardin est un musée, le musée est un jardin, parce que là où c'est réussi, c'est quand justement il y a le meilleur des deux. C'est ce qu'a voulu montrer de manière presque contradictoire cette œuvre de Kounelis, qu'on n'a pas pu montrer dans l'exposition Cactus parce qu'elle n'est pas prêtable, mais en fond, il a joué l'inverse, très autoritairement avec ses sculptures métalliques, et elle n'est pas politiquement correcte cette œuvre, parce que théoriquement, quand on l'installe, on y installe un vrai perroquet qui joue aussi sur un fond de métal et qui évidemment joue de
du dialectique entre les deux mondes animaux et végétaux. On est évidemment à milieu de nos amis suisses, mais je voulais quand même, puisque je vous sens un peu terrassé, mettre un petit peu de poésie et d'humour avec Gerda Steiner et Lenzliger, vous savez, qui font ces grandes installations de jardin, qui est un peu au fond pour moi, vous vous souvenez du jardin de Giuseppe tout à l'heure, l'antithèse de Respirare l'ombra, qui est cet extraordinaire jardin intérieur où finalement on rentre comme dans le cerveau de Giuseppe, recouvert, elle est recouverte de caissons remplis de feuilles de laurier. Donc en plus vous avez magnifique sens de l'odorat, et au milieu les poumons en bronze qui évidemment reflètent, s'il fallait, cette inversion, un peu d'ailleurs finalement comme le centre Pompidou qui expose ses propres organes. Hans Sacke avait lancé un peu tout ça, puisque c'est un des premiers à avoir dit finalement, le geste radical à faire, c'est de faire pousser de la pelouse au milieu d'un lieu d'exposition. Et voilà sa fameuse montagne d'herbe qui, évidemment, a été réalisée à peu près aux mêmes périodes que les chefs-d'œuvre d'Elio Oiticica, qui aujourd'hui sont plus connus par des reproductions, puisque les originaux ont un peu disparu. Mais les deux ont vraiment été les premiers à penser cela. Et je vous montre juste une image parmi d'autres d'un artiste qui a évidemment eu ces exemples en tête, c'est Pierre Huyghe. Lorsqu'il a fait son exposition au Centre Pompidou, vous vous en souvenez peut-être, il n'a pas amené un perroquet, mais il a amené un chien et évidemment du végétal, comme on le voit là-bas. Et vous voyez évidemment le petit clin d'œil à l'œuvre d'Elio Oiticica. C'est Nam June Paik qui, au fond, a mis les pieds dans le plat, si je puis me permettre, avec son fameux TV Garden. Je crois là qu'on a une des images les plus spectaculaires de cette dialectique, avec en contrepoint, là encore, Pierre Huyghe, avec un lieu que je vous recommande également, Kistefos, qui se trouve en Norvège, pas très loin d'Oslo, où là, Pierre a créé un jardin total avec des reproductions d'images numériques artificielles. C'est en fait un écran, mais qui, comme vous le voyez, est en dialectique totale avec le jardin lui-même, paysage qu'il a créé derrière. Et il a évidemment posé la question centrale dans sa magistrale œuvre de Münster, où là, finalement, en recréant un jardin, vous avez peut-être encore en tête l'œuvre de Michael Heiser, City, on voit vraiment un lien entre les deux œuvres, comment ces artistes nous posent les questions essentielles de la ruine. Et je ne peux pas, dans cette séquence, ne pas vous montrer la dernière salle de l'exposition de Pascal Cribier, que j'avais fait exprès de ne pas vous montrer tout à l'heure, qui est malheureusement un jardin qui n'a pas vu le jour, mais vous vous souvenez du jardin de Derek Jarman. Pascal avait répondu à une commande d'un jardin auprès d'une centrale nucléaire qui n'existait que par les rejets de la centrale nucléaire. Vous savez qu'elle rejette de l'eau chaude, ainsi de suite, ainsi de suite. Et elle travaillait l'œuvre complètement en osmose totale. Et je pense que là, on avait l'idée d'en finir l'exposition avec ça. Évidemment, un clin d'œil actuel. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de musée de jardin. Si, il y en a quelques-uns. Et donc évidemment propice à la méditation. Le plus connu d'entre eux, c'est le Garden Museum. Il est dans une église, il est à Londres, je vous le recommande si vous avez l'occasion. Il y en a un autre à Bayreuth. Si vous allez écouter un peu de musique par là-bas, ne ratez pas les magnifiques châteaux. Et ce château-là, le château de Fantaisie, beau nom pour un musée de jardin, sont les deux grands musées en Allemagne et en Angleterre dédiés uniquement à l'histoire de l'art des jardins. L'autre exemple en France, c'est le musée Promenade de Marly. Vous vous souvenez de la grande vue que je vous ai montrée. C'est un musée qui a été un des premiers à dire, finalement, allons jusqu'au bout de cette dialectique et transformons la promenade elle-même en élément du musée. Donc vous avez dans le musée les restes de ce qu'on peut voir de sculptures de Marly, et vous pouvez voir ce magnifique axe qui, pour moi d'ailleurs, est une des plus belles créations de Lenôtre, mais qui a encore plus de magie parce qu'elle est comme une archéologie de Lenôtre. Donc au final de cette longue promenade, et c'est là où je vous révèle que la conférence ne durera pas 4 heures et que le champagne va vous être bientôt offert, nous voici à Tivoli, avec évidemment peut-être un terme un peu galvaudé, mais qui au fond résume beaucoup de cette idée que j'essaie de défendre ce soir, de l'hétérotopie de Michel Foucault, c'est-à-dire cette tentative dans un même lieu de réunir plusieurs types d'espaces et différents types de temps. Ça commence dès Tivoli, puisque dans cette création de la Villa Hadrien,
vous avez des éléments de différentes époques, et notamment, vous reconnaissez sur la gauche les copies de l'Erechtheion, et ça va très loin dans le temps, puisque on retrouve ça dans le magnifique ensemble de la grotte de Castello, qui vient juste d'être fini d'être restauré en Toscane, où vous avez une tentative d'amener le cabinet de curiosité, qui est le sorte de ancêtre du musée, à l'intérieur du jardin, et vous avez tous les règnes, animaux, végétaux, minéraux, qui viennent dialoguer avec le jardin. Évidemment, ça me fait penser au premier jardin botanique, qui est une sorte de musée en soi en plein air, celui de Padoue, où vous avez ce qu'on appelle parfois un jardin sec, c'est-à-dire un herbier. Et je ne pouvais pas faire un clin d'œil peut-être à ce qui est le plus beau exemple de dialectique entre musée et jardin. C'est l'herbier de Marc qu'il m'a envoyé ce soir spécialement pour vous. On retrouve cette dialectique dans ce magnifique ensemble des jardins Albert Kahn, où là, le propriétaire a voulu amener le monde entier, donc un microcosme. On est au cœur de cette hétérotopie. Donc vous avez une forêt vosgienne, vous avez un jardin japonais, vous avez une serre, tout cela sur une même surface, pas très grande, et vous pouvez passer d'un univers à un autre. Et le propriétaire d'Imotim au Brésil a voulu tenter la même chose. Alors là, c'est une vue d'en haut, avec notamment le pavillon qu'il a commandé à Mathieu Barnet. Les jardins sont parfois l'objet d'expositions qui sont parfois contestées, créations éphémères, puisque c'est l'inverse du temps long. Et ce soir, je voulais rendre un autre hommage à un des premiers jardins de Chaumont. C'était celui de Bob Wilson, qui nous a quittés récemment et qui avait extraordinairement joué sur cette dialectique dont je vous ai saoulé toute cette soirée, entre le regard et la scène. Vous voyez, le regard intérieur-extérieur, il avait eu cette merveilleuse idée de cadrer le paysage de son jardin à travers cet ensemble. Au fond, vous l'avez compris, cette conférence, c'est un immense hommage aux artistes, et peut-être qu'un des plus beaux exemples de création d'artistes dans un jardin, mais qui est un jardin un peu étrange parce que c'est une forêt, c'est le Cyclope de Tinguely et Niki de Saint-Phal, qu'on montre en ce moment au Grand Palais, et où à la fin, il y a un petit jardin, c'est le plus simple jardin d'eau. Vous vous souvenez du jet d'eau de Xavier Veillant? Là, c'est juste un miroir d'eau. Le fond du miroir est du bitume et ça reflète évidemment le ciel. Et c'est un hommage, bien sûr, au monochrome d'Yves Klein par cette dialectique. Noguchi nous a accueillis tout à l'heure. Je vous invite, pour finir cette conférence, à prendre un peu de hauteur. Voilà son rêve. Il avait appelé ça la sculpture qui est faite pour être vue de Mars. Donc en fait, il voulait transformer un désert en une immense sculpture et nous inviter ainsi à avoir la hauteur qu'avait souhaité Gilles Clément dans son exposition Jardin Manifeste, le jardin planétaire, où au fond, il nous disait une chose simple, c'est que le jardin n'est pas résumé à un enclos, mais que nous en sommes tous responsables. Et comme vous le savez mieux que personne, puisque je vous sais tous fanatiques de jardin et de nature, elle est sous notre responsabilité, et c'est ce que Gilles avait voulu faire à la Villette dans cet expo manifeste. Au fond, peut-être que le jardin le plus simple dans un musée, c'est peut-être ce carré de pollen de Wolfgang Leib qu'il est en train de réaliser, vous savez, avec sa précision et sa petite passoire. Et vous l'avez ici dans la nef du CAPC, comme dernière œuvre minimale, comme un carré ouvert sur le monde, comme un territoire mental d'espérance, comme le sont tous les jardins. Merci à vous.